Une nouvelle fois dans cette vidéo, je vais faire fondre ma pile à lire de manga. Donc c'est parti, générique. On commence avec le tome 8 de Blue Flag. Voilà, le tome qui clôt la série. Franchement, depuis le premier tome, je suis conquis par l'originalité de l'œuvre et ses partis pris. Puis vers les tomes 6 et 7, je trouvais que ça parlait beaucoup pour refaire le monde. Voilà, les personnages secondaires prenaient une autre dimension, ça j'aimais bien. Par contre, on s'éloignait un petit peu du couple. Voilà, du couple d'origine. Donc même si des persos rendaient le récit un peu trop verbeux à aimer s'écouter parler, j'aimais beaucoup ma lecture de ce titre. Jusqu'à ce final que j'avoue avoir particulièrement apprécié, je l'ai trouvé réussi et c'est suffisamment rare qu'il faut le notifier. Alors bien sûr, mon avis est subjectif et je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à y redire. Et qui pensera pas comme moi, qui aura été déçu du final, mais honnêtement, pour une série en 8 tomes, c'est très bien amené. On sort des clichés en utilisant certains, bien sûr. Le seul point faible que je donnerais à cette série, c'est le personnage de Fubu. Voilà, mais après, c'est peut-être juste parce que c'est pas mon genre de perso. Les dessins sont vraiment beaux du début à la fin, c'est épuré, c'est un très bon shonen dans son genre que je recommande et dont je donne comme note globale 16 sur 20. Voilà. J'ai également lu le tome 7 de Chainsaw Man. J'aime trop cet auteur qui nous balade de page en page. Et soyons clairs, sans ceinture de sécurité, il y a des scènes. Des fois, tu crois avoir tout lu, que plus rien ne peut vraiment t'étonner. Puis tu as ce mangaka qui ramène une voiture pour percuter tout le monde accidentellement. Non mais, qu'est-ce qui se passe? Non mais vraiment, je radote. Mais avec cette série, mais les persos ils sont trop forts et les dialogues, mais tellement vrais, ça surjoue pas. Voilà, chapeau l'artiste, chapeau la traduction, le traducteur. Par contre, j'en peux plus, ça se lit beaucoup trop vite, c'est horrible. Je me mords les doigts pour ne pas lire les scans à chaque fin de tome. Heureusement que j'ai d'autres lectures pour penser à autre chose. Je lui donne la note de 18 sur 20. Et finalement, avant de tourner cette vidéo, j'ai pu lire le tome 8 de Chainsaw Man. Mais ça va trop. Mais ça va trop loin. On est où là, Makima? Makima, mais Makima. Je me disais aussi que pour imposer autant le respect, elle devait être badass. Mais what? Dans ce tome, on est littéralement parti en enfer. Entre torture et décès, je ne comprends plus qui est mort ou pas. Je crois que je n'ai jamais vu autant de décapitations en un tome. Et je suis un lecteur de Innocente, de Shinichi Sakamoto. C'est peu dire. Franchement, j'ai perdu pied. Le mangaka est trop fou. Cette licence est une tuerie, tout simplement. C'est un No Man's Land. Voilà, on reste sur une note de 18 sur 20. Il manque que les émotions pour aller sur 19. J'ai également lu le tome 40 de EQ. Alors ce tome-là se sera fait désirer. Un peu comme Mashal, qui finalement est bel et bien sorti en version numérisée. Alors ce tome reprend le second set contre l'équipe du petit géant. Alors ce qui fait plaisir avec ces derniers tomes, c'est que nos personnages ont déjà traversé de nombreux doutes. Donc s'ils doivent trébucher, ça ne dure plus bien longtemps et on profite de cette organisation d'équipe, que ce soit dans leur roulement d'attaque ou de défense. Non franchement, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde répond présent dans l'équipe. C'est du kiff, c'est comme les flashbacks des adversaires sont moins longs qu'ils ont pu l'être, ce qui rend le rythme aussi soutenu. Franchement, j'adore, je donne la note de 18 sur 20, bien sûr. J'ai également lu Les Racailles de l'autre monde. Alors, les Racailles Isekai, ça se lit bien. On voit le délire, sauf qu'on voit trop bien. Voilà, alors c'est sympa, quelques références aux Isekai du genre, carrément un clin d'œil à Poutine Isekai dans une case. Il y a des moments qui m'ont bien fait sourire, mais je ne vous cache pas que comparé à Assistant Assassin, je m'attendais à mieux. Voilà. Et la première pensée qui me vient, c'est bon, bah à quoi ça sert de tourner autour du pot? Voilà, sortez les furieux best-sellers du genre qui ont déjà fait leur preuve au Japon ou ailleurs. Alors, il ne faut pas avoir fait des études de dingue pour constater que les rééditions de titres qui n'ont pas encore rencontré le succès escompté à l'époque de leur sortie, aujourd'hui cartonnent. Voilà, il est vraiment temps d'arrêter de faire semblant. Je lirai sûrement le tome 2, mais je ne pense pas que je continuerai si ça ne devient pas plus épique, que ce soit dans la baston, mais aussi dans l'humour. Voilà, ce serait une très bonne œuvre
en numérique, mais je doute qu'il gardera longtemps une place dans ma mangatech. Voilà, donc je lui mets un 15 sur 20. Voilà. J'ai également lu Jujutsu Kaisen, tome 8. J'ai particulièrement apprécié ce tome, un peu à la star du tome 0. Voilà. Et j'ai eu une révélation. En fait, j'aime Jujutsu Kaisen quand les protagonistes principaux ne sont pas présents. Voilà. La vérité, la triplette ne me procure pas grand chose. Mais en fait, surtout le héros, je m'en fous en fait. Voilà. Je le trouve plat. Voilà, sans profondeur, trop stéréotypé. Alors oui, c'est la grande mode des anime only d'encenser la licence et par certains aspects, il le mérite. Mais dans son œuvre originelle, même s'il y a des très bons trucs comme dans ce tome 8, que j'ai vraiment aimé lire, il m'est apparu de manière flagrante que les meilleurs moments du titre sont sans la triplette. Voilà, avec Ichiko et l'équipe 7. Donc un joyeux 17 sur 20 pour ce tome 8, bien sûr. Je continue parce que je l'ai lu en numérique. Il faut reconnaître que les covers, elles tapent quand même. Et que ça fait du bien dans une mangatech, mais cette fois-ci, la question ne se pose pas, car la plupart des shonen, je les consomme dorénavant en numérique, bien sûr, pour un gain de place évident. Voilà, mais moi, j'ai vraiment apprécié le flashback avec Gojo et son pote. J'ai également lu le tome 28 de My Hero Academia. Ah, voilà. Voilà ce que j'attends de cette licence. On est dans le noir. J'en attends toujours plus, je veux être inquiet comme je l'ai été pour Hawks. C'est ça que j'aime dans un bon shonen, c'est d'avoir peur pour certains protagonistes. Je commence aussi à avoir peur un peu pour le numéro 1, Elvedior, je me rappelle plus. Je ne sais pas, ça sent mauvais, d'autant plus qu'on devine tous les origines des Flammes Bleues d'un des plus dangereux antagonistes. Alors j'ai hâte de lire la suite, si seulement ça pouvait ne plus jamais être pareil. Et voilà. Et qu'à la fin de cet arc, ils ne s'amusent pas tous à partir en classe scolaire à la plage ou à la montagne, par pitié. Faites que tout ça se soit derrière. Là, on est bien, c'est ce qu'on veut, donc 18 sur 20, vivement la suite. J'ai lu le tome 5 de Samurai Comeback. Alors voilà, tout à fait le genre d'œuvre qu'il faut lire d'une traite. C'est le dernier tome. Les sorties des tomes étaient bien trop espacées. Un peu le même souci que j'ai eu avec Yankees par exemple. Le délire du début a tout pour nous faire surkiffer la licence, mais l'intérêt n'est plus forcément le même un an après. Voilà, j'ai clairement lu les 2 derniers tomes avec moins d'entrain et c'est bien dommage car en soi le titre reste égal à lui-même de bout en bout. C'est juste qu'il faut re-rentrer dans le délire. En 3 sorties, ça aurait dû être réglé cette histoire. Voilà, en 3 sorties, voilà. Moi je vous conseille de lire en une traite. Voilà, ça se lit bien en numérique, ça valait son petit 16 sur 20 parce que je voulais lire la suite, mais je ne pense pas que je lui garderai une place dans ma mangatech, donc je lui donne la note moyenne de 15 sur 20 pour l'intégrale. À savoir si ça finit en nœud de boudin ou pas, ça je vous laisse découvrir. J'ai également lu le 3e tome de Bast Brothers, toujours chez Akata. Je ne vais pas m'y attarder non plus, mais pour des raisons différentes. Perso, j'adore les délires du mangaka. Je passe un très bon moment à chaque lecture d'un tome. C'est en 4 tomes, je suis curieux de lire la fin. Comment il peut finir ça? Voilà ma note en numérique, c'est 17 sur 20 et en papier ce serait 16 sur 20 parce que c'est compliqué à caser dans une mangatech lorsque les places sont très chères. Voilà. J'ai également lu Trait pour Trait, alors je sais pas si j'en ai déjà parlé mais au pire je recommence avec ce titre. Je donnais clairement une seconde chance à la mangaka après la déception que j'ai eue à la lecture de Tigre et Dragon. Non, c'est pas le Tigre et Dragon, le Tigre des Neiges. Et franchement, ça correspondait carrément plus à mes attentes et plus encore. J'ai lu ce premier tome à la suite, si je me rappelle bien, du premier tome de Blue Period et je lui trouvais de nombreux points en commun. L'art plastique, le dessin, les concours d'école, mais avec Akio, le plus vient du fait que c'est un récit autobiographique qui est de plus en plus marqué par son côté nostalgique, voire mélancolique lorsqu'elle parle à cœur ouvert de son maître. Voilà, ou à son maître. Voilà. On pourrait presque entendre Nana parler à Nana dans la narration de Nana. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai le 2 dans ma palle à lire. J'ai également lu Le Pays des Cerisiers de chez Kana. Alors, je me suis intéressé à cette recommandation, même si beaucoup craignaient que ça me déplaise. Peut-être pas assez badass pour moi. Alors, c'est un one-shot qui traite de l'après Hiroshima avec un graphisme assez particulier, mais plein de charme, qui se découpe en 3 chapitres. Et j'ai clairement beaucoup aimé le premier chapitre. On voyage vraiment à une autre époque. Il y a une odeur d'authenticité et de découverte pour le lecteur français.
Par la suite, je n'étais pas sûr de ma lecture concernant les chapitres 2 et 3, à savoir si c'était la suite directe du premier chapitre ou une autre histoire annexe. La difficulté dans ce récit était d'assimiler les noms aux personnages, donc la lecture était bonne, mais elle le sera encore plus lors de la relecture, car oui, c'est une œuvre que vous pouvez relire immédiatement après avoir tourné la dernière page. D'ailleurs, c'est ce que je conseille pour une meilleure compréhension du titre. Hélas, ce manga est plus commercialisé. De mon côté, j'ai eu de la chance de trouver une bonne offre en occasion, mais je vous invite, comme on l'a fait pour moi, à vous diriger vers d'autres œuvres de la mangaka. Et parce que le sujet est fort bien traité, voire poignant, je lui donne la note de 18 sur 20. Autre one-shot de Shikana, j'ai lu Undercurrent. Alors, je me devais de tester du Tetsuya Toyoda. Je comptais me lire Googles, mais il m'a été conseillé de lire Undercurrent et je n'ai pas regretté. Alors je comprends pourquoi nous avons une recommandation de Jiro Taniguchi en première de couverture, car on est clairement dans du Taniguchi 2.0. Mais ce serait réducteur de le cataloguer ainsi, car c'est tout de même plein de caractère. Les personnages sont plus profonds, moins lisses qu'ils n'y paraissent, et encore une fois, on voyage au Japon, dans l'univers d'une propriétaire d'un bain public qui se débrouille comme elle peut depuis la disparition de son mari. Et ce que je peux vous dire, c'est que le speech du début et le mot de la fin, il y a un monde. Voilà. Donc c'est 18 sur 20, c'est une note évidente quand je repense à ma lecture. J'ai également lu Tokyo Revenger, tome 12. Alors ce titre me rend perplexe et je crois savoir pourquoi. Je crois savoir ce qui me dérange vraiment dans cette licence. Ça y est. Ça y est. Finalement, ce n'est pas le physique des personnages freluquets, parce que finalement, le japonais de 17 ans, en moyenne, doit avoir ce gabarit. Non, je crois que ce qui me sort par les yeux, c'est ce côté mode. Voilà, ce côté mode surstylisé, avec des coupes de cheveux, mais surtout des tenues vestimentaires qui n'ont, d'après moi, rien à voir avec ce qui se faisait à cette époque. Après, je ne suis pas un expert. Je vous jure, il y a des tenues, on dirait un cosplay. Voilà. Après, ce n'est pas que je crache sur le mode métrosexuel, c'est juste qu'elle me fait sortir de l'histoire, et ce à chaque tome, en tout cas pour du Furio. Ce qui à la fin est tout de même assez dérangeant. Voilà. Après, je sais pas, tu règles une histoire en un coup, bon, c'est déjà vu, je me diras, ou à l'aide d'un gars qui bousille à lui seul plus d'une centaine, c'est peut-être déjà vu aussi. Ok, peut-être qu'il vaut mieux lire Hippo et Vagabond. Et au moins, on vit le truc, je sais pas, ou Young GTO, je sais pas. Voilà, je dis ça, mais je sais que je vais lire le tome 13, quoi qu'il en soit, quoique je ne sais pas. En fait, si l'arc de Black Dragon est le meilleur, je vais peut-être m'arrêter là. Ouais. Alors, je donne une note de 15 sur 20 pour la curiosité. J'ai également lu le tome 1 de Centaure. Alors, petite surprise, j'ai bien apprécié ma lecture de ce tome. Alors, il me semble qu'actuellement, il y a 5 tomes de sortie en France sur 6 en cours au Japon. Franchement, j'aime bien le délire Centaure. Humain, trahison, esclavage et guerre. Je ne savais pas si j'aimerais le coup de patte du mangaka, mais ça passe super bien en fait. J'attends de lire le tome 2, il est également sur ma pile à lire, afin de me faire un avis plus définitif. En attendant, c'est du 16 sur 20. J'ai également lu Pink. Alors, j'en ai déjà soufflé mot à plusieurs reprises dans les dernières vidéos. C'est un josei qui a eu un véritable succès en son temps, car on parle d'un manga assez old school dans les années 90, j'entends par là 1989. Donc j'ai été très curieux de découvrir ce titre pour ma culture manga. Et si j'ai d'abord été désagréablement surpris par le style graphique, cela n'a duré que 3 à 4 pages. Par la suite, le récit et les personnages prennent toute la lumière et finalement, on apprivoise le dessin. D'autant plus que les personnages sont atypiques et attachants. Une petite mention crocodile, oui, parce que l'héroïne possède un crocodile dans son appartement. Un appartement que la jeune fille peut se payer car elle se prostitue. Voilà, tout naturellement. Les thèmes sont très intéressants, d'autant plus la rencontre avec un jeune homme qui éventuellement peut changer la donne. Voilà, c'est un sujet grave dans un certain sens, celui qu'on donne à sa vie et aux autres, mais en même temps traité avec tant de légèreté. J'ai vraiment beaucoup aimé ce one-shot, je lui donne la note de 17 sur 20. J'ai également lu The Ride on King, donc le Isekai Poutine, un bon délire avec la caricature de Poutine en héros. Il fallait le faire et franchement ça le fait bien. C'est pas gnangnan, c'est pas trop gag manga et parfois le récit est dark. Et en plus graphiquement les dessins sont top.
Voilà, c'est un bon délire qui se prend pas au sérieux. On continue avec une note moyenne de 17 sur 20 en numérique et franchement un 16 sur 20 en papier. Mais je me pose toujours une question avec les isekai, comment ça finit ces histoires? Parce que j'en ai jamais fini encore un isekai et je me dis mais comment ils finissent leurs histoires d'isekai en fait? Où est-ce que ça va? J'ai également lu le tome 15 à 23 d'Inspecteur Kurokoshi. Voilà, franchement, ça fait trop du bien. Un récit qui est constant. Bon, à 2-3 petits détails près, la fin est très bonne. Elle aurait pu être encore meilleure. Je ne sais pas quoi dire à part qu'il va me manquer ce Kurokoshi. Des personnages badass comme ça, il n'y en a pas des masses. C'est dommage que certains tomes du début de la série ne soient plus dispo. Je pense que ça freine de nombreux potentiels lecteurs de la commencer et donc de faire de bien meilleures ventes. Voilà, je crois qu'il y a le tome 6, 2, 4, je sais plus trop. En tout cas, vous comprenez bien que je recommande cette série, mais à fond quoi. J'ai adoré la lire. J'espère prendre autant de plaisir à la relire d'ici quelques années. Ce qui est bien avec cette licence, c'est qu'elle exploite tout son potentiel en 23 tomes. Et j'ai pas l'impression qu'il y a un tome en trop. Peut-être même qu'il y en a un en moins. Voilà. Le récit enchaîne les arcs en gardant un fil rouge qui démontre que l'histoire est réfléchie, du début à la fin. Alors je félicite le dessinateur qui donne le charme au manga, mais la véritable révélation pour moi, c'est le talent du scénariste qui, vous le connaissez bien, est d'abord l'homme de l'ombre de Naoki Urasawa. C'est avec des œuvres comme Billy Bat, Dossier A, King of Eden, que je n'ai pas encore lu, mais que j'espère bien lire d'ici peu, qu'il s'est fait connaître. Juste dommage que Dossier A soit plus commercialisé. Et lorsqu'il pop, il n'est pas en très bon état dans les marchés d'occasion. Pour tout vous dire, il y a sa touche dans Monster. Ça me paraît tellement évident qu'il y a une collaboration entre ces deux hommes. Je donne une note moyenne de 18 sur 20 pour l'intégralité de la série. Ça mériterait presque un 19. J'ai également lu le tome 2 de Slice of Horror, Miroku-chan. Alors, j'avais bien aimé le tome 1, et le tome 2 ne m'a pas déçu. Au contraire, on continue avec cette héroïne qui a la faculté de voir des monstres assez terrifiants d'ailleurs, mais qui ne doit rien laisser transparaître au prix de grosses frayeurs qu'elle comprime afin de rester discrète. Il va y avoir pas mal de quiproquos avec ce qu'elle voit elle et ce que les autres ne voient pas. D'autant plus que sa meilleure amie émet une aura peut-être de pureté qui attire inexorablement les monstres autour d'elle. Je ne vous raconte pas les sueurs froides que l'héroïne tente de simuler pour ne pas être remarquée par ces mêmes démons. Et dans ce tome 2, on a une autre jeune fille avec des pouvoirs de médium, mais tellement moins puissants que ceux de notre héroïne, ce qui amène toujours de nouveaux quiproquos entre ce que l'une voit et l'autre ne voit pas. Donc je donne la note de 16 sur 20, parce qu'en lecture numérique c'est cool, ça ne prend pas de place, et je passe un beau moment en souhaitant lire la suite à la sortie du tome 3. J'ai également lu le tome 1 de Robo Sapiens. Je n'ai pas encore lu le second tome, mais ça viendra bien assez tôt. C'est juste que même dans son format numérique, la licence n'est pas donnée. Voilà, c'est le regret que j'ai avec Noé Graphics, c'est que leurs formats numériques sont très chers. Alors encore, ça peut justifier pour ce titre-là, parce que c'est un grand format, mais on regarde le prix des poches, c'est aussi beaucoup plus cher que la norme. Mais la bonne chose, c'est qu'il ne lui a fallu qu'un tome pour me convaincre. Alors, j'ai beaucoup aimé ce titre, au parfum d'Asimov et à l'essence de Tezuka. Voilà, honnêtement, l'atmosphère de ce titre est d'une fraîcheur malgré les références old school dont elle est imprégnée. Le titre est très bien trouvé et je suis sûr qu'il me réserve quelques surprises lors de ma prochaine lecture à travers son tome 2. Enfin, un nouveau effet graphique que pour ma part j'apprécie particulièrement en attendant Welcome to the Ballroom. Voilà, c'est une vidéo pêle-mêle, j'aurais voulu vous faire des vidéos par éditeur à chaque fois, je ne peux pas le faire pour tous, ça me prend beaucoup de temps en fait, et voilà, donc je vous ai tout rassemblé, je vous ai fait un package, voilà, je suis débarrassé, je vais pouvoir m'occuper des autres choses qui attendent. Ça faisait un moment que j'avais lu ces mangas, il fallait que je vous donne mon avis, voilà, pour ceux que ça intéresse du moins. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.